tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Musique et révolution. En Afrique, le rap accompagne et contribue à faire souffler le vent de la liberté. Régional, en France, le Front National aux portes du pouvoir. Tour du monde, nous irons voir les dégâts de l'extrême droite aux États-Unis, en Hongrie et en Israël. Mémoire des luttes, il y a 50 ans, le dictateur indonésien massacrait plus d'1 million de militants de gauche. L'Afrique du Nord au Sud est secouée depuis une dizaine d'années par des mouvements populaires qui demandent plus de démocratie et de justice sociale, et qui parviennent ici ou là à renverser les dictateurs et autres régimes corrompus. Un facteur commun à la plupart de ces mouvements de contestation, le rap qui les accompagne et les porte. Loin du macabre et dépressif gangsta rap français ou des délires électro-misogynes du rap US, les MC africains sont eux en train d'écrire directement l'histoire au cœur des insurrections populaires de la décennie actuelle. Même cinéma, même schéma. Au Sénégal, le mouvement Y en a marre a été lancé et animé par des rappeurs. Fou Malade, 5e Underground, Simon, Human ou encore Siat et Kilifeu du groupe Kurgi. Appel à mobilisation, appel aux urnes, Y en a marre n'y est pas pour rien dans la défaite électorale d'Abdoulaye Wade, mais surveille de très près les agissements du nouveau président Macky Sall, comme dans les excellents JT rappés de Human et Keyti. Pire que la mafia, Al Capone ou Escobar, les multinationales volent à l'Afrique des milliards de dollars grâce à nos dirigeants complices qui leur font des remises avec des allègements fiscaux. C'est le gâteau sur la cerise. Pour les forcer à payer leurs taxes, un point c'est tout. Ils jouent encore à DSK et c'est nous Nafissatou. Les produits anticancéreux sont très coûteux. Une mammo ou une chimiothérapie, c'est onéreux. La police change de DG comme Macky change de PM. Au Galsen, la politique pourrit le système. Au Burkina, c'est les rappeurs Smokey et Samska le Dja qui ont lancé le mouvement Ballet Citoyen, ayant largement participé à destituer le dictateur pourtant soutenu depuis 27 ans par la France, Blaise Compaoré, en octobre 2014. Smokey, héritier du combat d'émancipation de Thomas Sankara, est un artiste engagé contre le système de la France-Afrique, ayant participé à plusieurs compilations sur ce thème. Ça ira, ça ira, ça ira. Or ça va pas, ça va pas, ça va pas. France-Afrique, c'est vice versa. Les assassins s'enfilent et les victimes s'entassent. T'as pas le benga, t'as pas la baraka. Ça ira, ça ira, ça ira. Ce dernier, lors de la brève tentative de coup d'État de septembre dernier, a même vu sa famille intimidée et son studio attaqué au lance-roquettes. On peut parler aussi d'une démarche panafricaine puisque les différents mouvements ont tenté d'essaimer dans d'autres pays au risque d'être parfois confrontés directement à la répression comme ce fut le cas le 15 mars 2015 quand des membres de Y en a marre et du Ballet Citoyen ont été arrêtés lors d'un atelier populaire à Kinshasa, une réunion jugée illégale par les autorités congolaises. Enfin la réalité remplacera la fiction. En Tunisie, quelques semaines avant la révolution, un très jeune rappeur de 20 ans, El Général, sort 2 morceaux très émouvants anti-Ben Ali, en même temps que démarre la révolte de Sidi Bouzid fin 2010, ce qui lui vaudra 3 jours d'emprisonnement. C'est aussi en Tunisie qu'on peut compter sur le groupe de rap Armada Bizerta qu'on a pu voir aux côtés d'une pléiade d'artistes pour soutenir la démocratie et appeler les gens à participer aux élections, ou encore Clay BBJ, dont les textes dénoncent la police, la torture et la confiscation de l'esprit de la révolution par le régime actuel. Ce dernier, malgré un succès important, a lui aussi été plusieurs fois incarcéré et ses concerts sont souvent interdits. Bon martyr, c'est pas facile de partir, il faut agir et foncer, finir ce qu'on a commencé. Liberté, solidarité, démocratie, à consommer sans modération, Tunisie. Si l'idée qu'une chanson peut changer les choses est peut-être aujourd'hui dénigrée en France, on ne peut nier que de nombreux groupes de rap en Algérie, au Maroc, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres régions entretiennent avec leur public une parole politique, où les émotions participent concrètement au soulèvement émancipateur que vit en ce moment le continent africain.
Les élections régionales viennent de s'achever sur un étrange paradoxe. Le Front National est arrivé en tête dans la plupart des circonscriptions, attirant à lui plus de 6,8 millions d'électeurs. Cela représente plus de 27% des voix et son score le plus élevé depuis sa création en 1972. Le parti de la famille de millionnaires, Le Pen, perd néanmoins dans toutes les régions du fait d'une mobilisation de dernière minute d'une partie des abstentionnistes contre lui et du report à droite des voix de gauche. Il fait quand même entrer plus de 300 conseillers frontistes élus et ces élus pèseront sur les choix des majorités en place en les poussant à toujours plus d'égoïsme, de sécurité, de béton et de pesticides, et ce d'autant plus que les gauches sont complètement éliminées de régions entières. Il faut tirer au moins 3 leçons de ce scrutin. D'abord, nous payons pour la trahison, une nouvelle fois, du Parti socialiste. Il devait tourner la page du sarkozysme en redonnant de l'espoir aux gens par la réduction des inégalités sociales, le sauvetage des quartiers populaires et une nécessaire transition écologique pour protéger l'environnement et l'avenir de la planète. Au lieu de cela, messieurs Hollande et Valls ont continué de démanteler l'État-providence, de diminuer les moyens attribués aux services publics, aux communes les plus pauvres, à la lutte contre la précarité. Ils ont fait le choix d'une politique de l'offre qui repose sur le maintien d'un niveau élevé de chômage, une inflation limitée, la culpabilisation et le harcèlement des chômeurs, la stagnation des salaires, la baisse des aides aux plus démunis et le détournement des richesses collectives au profit des paradis fiscaux, des grands projets inutiles et polluants, de l'agriculture intensive et pétrochimique et du complexe militaro-industriel, le grand bénéficiaire des guerres menées par la France aux 4 coins du monde. Résultat, toute la gauche de gauche subit le discrédit que la fausse gauche entraîne sur les idées et les formations de gauche. Ensuite, même si cette fois encore le Front National a pu être empêché de prendre le pouvoir dans les régions, son succès auprès des électeurs lui assure désormais la possibilité de parvenir au pouvoir suprême dès la présidentielle de mai 2017, soit dans moins d'1 année et demie. Au jour d'aujourd'hui, aucun scénario ne permet plus de garantir à coup sûr que Marine Le Pen ne sera pas la prochaine présidente de notre pays. D'autant qu'une alliance avec une partie de la droite est toujours possible, même si elle n'est pas envisagée pour l'instant par les si mal nommés républicains ou les frontistes. Et du coup, la 3e leçon qu'il faut tirer, c'est le formidable déni dans lequel nous nous réfugions tous. On sait que le Front National peut prendre le pouvoir aux prochaines présidentielles, ce que les régionales n'ont fait que confirmer. Et pourtant, nulle part, on n'entend quiconque évoquer cette possibilité, et surtout sa signification pour nos libertés, nos organisations, notre bien-être. À nous qui sommes militants progressistes, écologistes, mais aussi chômeurs, travailleurs intérimaires, artistes intermittents, intellos précaires, décroissants, squatteurs, nomades, agriculteurs bio, et aussi amateurs de théâtre, de littérature, de chansons engagées. Qui peut croire qu'un gouvernement Front National nous laisserait tranquillement mener nos résistances, construire nos alternatives, produire notre contre-information? Nous avons 1 an et demi pour répondre aux 2 seules questions qui importent. Comment empêcher le Front National de prendre le pouvoir, d'une part, et comment survivre à une éventuelle prise de pouvoir par ce parti. Et comme c'est malheureusement de contexte, notre tour du monde s'intéresse cette semaine à l'extrême droite. Aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump veut interdire l'accès du pays aux musulmans. En Hongrie, le gouvernement d'extrême droite de Viktor Orban finance une statue en hommage à un ministre responsable de la déportation de Juifs. Et en Israël, une femme palestinienne, Nora, refuse de se laisser expulser de chez elle par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. What the hell is going on? Interdire l'accès au territoire des États-Unis aux musulmans pour lutter contre le terrorisme. Donald Trump, candidat aux primaires républicaines avant les élections présidentielles américaines, estime que les musulmans vouent une haine des États-Unis et qu'il faut donc les empêcher de s'y rendre.
Des propos contraires aux valeurs du pays, a aussitôt répondu la Maison-Blanche. Mais voilà, ces déclarations interviennent alors que le climat est très tendu dans le pays, après les attentats du 13 novembre à Paris et l'assassinat à San Bernardino de 14 personnes par un couple de confession musulmane. Les actes racistes se multiplient, encouragés par les propos irresponsables de Donald Trump. 3 millions de personnes de confession musulmane vivent actuellement aux États-Unis, sur une population totale de 320 millions. Ériger une statue en hommage à un ministre qui a appelé à la déportation des Juifs de Hongrie en 1944. Voilà le genre d'initiative que le gouvernement de Viktor Orban a choisi de soutenir. Les promoteurs du projet, proches du parti d'extrême droite Jobbik, ont reçu des financements de l'État pour rendre hommage à Balint Oman en construisant le monument dans une petite ville du centre de la Hongrie. C'était un homme ouvertement antisémite, selon les manifestants opposés au projet, des associations juives ou luttant contre l'antisémitisme, ainsi que des diplomates. Le gouvernement de Viktor Orban est régulièrement accusé de minimiser le rôle de l'État dans l'extermination de 600 000 juifs hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est née dans cette maison en 1955 et elle veut y rester. Nora Sublaban loue ce logement dans la vieille ville de Jérusalem-Est, occupée par Israël depuis 1967. Mais depuis que le bâtiment est devenu propriété de colons, tout est fait pour l'obliger à partir, intimidation ou versement de sommes astronomiques. Et aujourd'hui, c'est la justice israélienne qui a donné raison aux propriétaires. Mais Nora a choisi de se battre. Une pétition a recueilli 20 000 signatures. Régulièrement, des familles palestiniennes sont expulsées de ce quartier et remplacées par des familles de colons israéliens. L'histoire de Nora et de sa famille est devenue le symbole de la colonisation de Jérusalem-Est, une colonisation illégale aux yeux du droit international. Il y a 50 ans, près d'1 million de militants et de syndicalistes progressistes et communistes étaient massacrés en Indonésie avec l'appui des États-Unis. L'occasion pour l'association Réseau Indonésie de diffuser le documentaire bouleversant The Look of Silence devant le public français et pour nous de comprendre ce qui s'est joué en 1965 et en novembre dernier au tribunal de La Haye. Début novembre, le cinéma Escurial à Paris et l'association Réseau Indonésie ont organisé la projection du documentaire multiprimé The Look of Silence. Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Itulah dia politik. Cette année, il y aura un tribunal à La Haye, le tribunal du peuple indonésien, pour juger le gouvernement indonésien de leur défaillance face à ce massacre. Qu'est-ce que vous espérez obtenir de ce procès? Pour la réconciliation, j'espère bien que ça se passera bientôt, mais c'est un peu dur apparemment, parce que de la part des gens qui participaient dans ce massacre soutenus par l'armée, ils sont toujours niés ou dit que c'était un massacre obligé. Je pense qu'il n'y a pas de massacre obligé. On est des humains, on peut toujours trouver des solutions en tant qu'humains, de parler ensemble, de trouver des solutions à cause de notre différence, des idées politiques, des idées sociales. Hey, ini anak dari antek-antek PKI dulu. Tidak boleh duduk di pemerintah? Tidak boleh. Nenekmu dulu ikut menjadi gerombolan PKI? Enggak boleh.
untuk menjadi polisi. Makanya kalau kita mau berontak terhadap negara, kalau nggak jelas, bisa masuk penjara. Berterima kasihlah kita kepada para pahlawan tadi itu yang telah memperjuangkan negara kita sehingga menjadi negara yang démocratie. L'audace du documentaire tient à la volonté d'un homme, Adi Rukun, un ophtalmologiste qui décide d'aller à la rencontre des assassins de son frère au mépris du danger, car certains sont toujours à la tête du pouvoir en Indonésie. Ce qui est intéressant de cette film, c'est Adi Rukun, le premier acteur de cette film, qui travaille comme ophtalmologiste. C'est un message symbolique que le film voulait dire aux gens pour voir plus clair. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Gak bisa kita bayangkan ya. Et voilà, cette édition de Votre Altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. À dans quelques jours pour davantage d'informations libres, engagées et progressistes. Et d'ici là, bien sûr, on lâche rien.